Franchement, c'est pas saoulant quand vous avez un crush sur la copine du capitaine de l'équipe de foot du lycée et que pour l'impressionner, vous décidez de vous départager en faisant une course de voiture où le gagnant reçoit. Mais Sauf que pendant la course, vous plantez votre bagnole. Du coup, votre mère, pour vous punir, décide de vous envoyer chez votre père, à Tokyo, pour réfléchir à votre avenir. Mais vous parlez pas japonais. Du coup, on vous invite dans une soirée, dans un parking. Et là, pour impressionner la copine du yakuza de la classe, vous décidez de faire une course de drift avec la voiture d'un inconnu. Take mine. Sauf que vous savez pas drifter, et du coup, la voiture finit dans le décor. Quoi? Bah ouais, c'est super relou. En fait, ce cas de figure est un exemple de la première loi de Newton en action. Ah oui, la loi qui dit que toutes les voitures japonaises ont le volant du mauvais côté. Mais non, la première loi de Newton, qui dit que si aucune force nette n'est appliquée à un objet, il va conserver sa vitesse jusqu'à rencontrer un obstacle. C'est cela, oui. Donc s'il garde sa vitesse, ça veut dire qu'il faut le pousser pour changer sa trajectoire. En effet, un objet auquel aucune force n'est appliquée reste au repos ou garde sa trajectoire, ce qu'on appelle le mouvement rectiligne uniforme. Mais attends, moi quand je prends mon chariot, il s'arrête quand j'arrête de le pousser. Ça marche pas ton truc. C'est parce que dans la vie de tous les jours, on est rarement en absence de toute force extérieure. Notamment, les forces de frottement sont toujours présentes. Il y a plusieurs projets qui visent à réduire la force nécessaire pour transporter les personnes. Si on arrive à réduire les frottements à zéro, il n'y a plus besoin d'appliquer de force pour continuer à déplacer les véhicules. Ah oui, comme l'Hyperloop ou le train magnétique. En réduisant le frottement de l'air ou du rail, on a besoin de moins de force pour garder la vitesse des wagons. Mais la première loi de Newton, c'est pas que ça. Elle définit aussi les référentiels d'inertie. Va falloir être plus clair. Un référentiel correspond au point de vue qu'on adopte pour traduire le mouvement des objets en équations mathématiques. On cherche à utiliser des référentiels dans lesquels les lois de la physique sont les mêmes. C'est le cas des référentiels d'inertie. Ce n'est pas toujours le cas. Non, par exemple, dans un référentiel en rotation, une force centrifuge sans aucune origine physique va apparaître simplement à cause du choix du référentiel. Comme dans le tambour d'une machine à laver par exemple. Ou quand on met sur la salade, ou comme dans un tourniquet, ou comme dans une voiture qui prend un virage et... Dans un référentiel d'inertie, par contre, la première loi de Newton est respectée, et donc toutes les autres lois le sont également. Une fois qu'on a trouvé un référentiel inertiel, on peut passer à un autre référentiel inertiel en utilisant les transformations de Galilée. En fait, la première loi de Newton permet de définir un ensemble de transformations, les transformations de Galilée, qu'on peut appliquer à un référentiel sans que les lois de la physique ne changent. Il y a des trucs évidents, comme les rotations des axes ou les changements de point d'origine. Il y a aussi quelque chose qui nous paraît moins naturel, les déplacements à vitesse constante. En effet, les lois de la physique ne changent pas si on place son référentiel au sol et qu'on regarde passer une voiture, ou si on fixe son référentiel à la voiture et qu'on regarde défiler le décor. Mais on voit bien que c'est la caméra qui bouge, alors le sol, il était mobile. Oui, on a l'habitude de penser que le sol est immobile. Mais réfléchissons, la Terre tourne sur elle-même en 24 heures. Son rayon est de 6371 km. Donc le sol, à l'équateur, se déplace à 1667 km/h par rapport au centre de la Terre. Ah, c'est donc le centre de la Terre qui est immobile. Ah, en fait non, puisque la Terre tourne autour du Soleil. Et le Soleil tourne autour du centre de la galaxie, qui elle-même se déplace. Donc ça veut dire que rien n'est immobile. Mais du coup, on doit se déplacer à des gazillions de km/h. C'est ça le piège. On ne peut pas définir de vitesse absolue, car on ne peut pas définir de référentiel immobile. Les seules vitesses que l'on peut déterminer sont les vitesses relatives à un référentiel. Dans un train sans fenêtre, il n'y a aucune expérience qui puisse être faite pour différencier si le train roule à vitesse constante ou s'il est à l'arrêt. Parce que c'est un référentiel d'inertie, et comme dans les référentiels d'inertie, les lois de la physique sont les mêmes. Donc chaque expérience qu'on fera donnera le même résultat que si on était à l'arrêt. Voilà, on a les droits. Et ma femme? Quoi? Bon, c'est bien sympa tout ça. Mais moi, tout ce que je voulais savoir, c'est comment ne pas cracher ma voiture quand je drift, et comme ça je pourrais draguer Nila.
Maintenant, tu sais que tout ce que tu as à faire, c'est de t'assurer que tu puisses appliquer une force suffisante à ta voiture pour l'empêcher d'aller droit dans le décor. Par exemple, Sean l'a bien compris dans la dernière scène de Tokyo Drift. Il s'arrange pour que ses pneus appliquent la bonne force, et c'est pour ça qu'il a gagné sa course. Ouais, enfin c'est surtout qu'à la fin il a pris une voiture avec le volant du bon côté.